Quand Hitler arrive le 30 janvier 1933 et prend le pouvoir, eh bien, il dit Hegel est mort, Carl Schmitt. Donc, aucune dialectique, aucune rationalité. Et on désigne la grande pensée de Carl Schmitt, pensée entre guillemets, la stratégie de Carl Schmitt, c'est on désigne l'adversaire, on désigne l'ennemi. Donc c'est au lieu de faire une analyse, on remplace en fait une analyse de classe qui serait ramifiée, hantée au sens EN, hein, pas H-A-N, hantée sur la production, sur le rapport de production, c'est quand même l'apport de Marx. On le transforme ça en... on vous fait on crée une cible, quoi, si vous voulez. Une cible abstraite, hein, les riches, les pauvres. Alors évidemment, quand c'est du Lamennais, Félicien de Lamennais, brave catholique, comme on en trouvait encore au début du 19e, qui dit silence aux pauvres, etc. D'accord, mais là, il s'agit donc c'est transformer la politique réelle d'affrontement en représentation idéologique. Alors ça a des effets manifestes. Par exemple, pour Podemos, ça explique un certain succès, effectivement. Vous engrangez des résultats électoraux. Je sais que le PTB en Belgique a vécu cette évolution. Hein. C'est un parti, c'est assez bizarre, on dit qu'il est passé du maoïsme à la social-démocratie sans passer par le révisionnisme. Enfin bon, voilà, mais alors là, ils sont à fond dans le populisme, stratégie du 1% contre 99%, c'est-à-dire une stratégie schmittienne. Et alors le pire, au service de quoi? Évidemment pas du nazisme, hein, j'en fais pas ce procès-là, mais au service de la social-démocratie. Parce que en fait, ça les entérine. Si tu veux. Oui, parce que oui, son grand truc, c'est lutter contre Habermas. Habermas, ça veut dire, bon, on peut faire encore du capitalisme rénant par la discussion, par le contrat, mais avec... là, au contraire, non, on intègre qu'il y a quand même une notion de conflictualité, mais on l'intègre dans le système. On reconnaît qu'il y a... c'est une manière de dire par rapport à... Parce que c'est vrai que finalement, Habermas, ça a l'air, comment dire, irénique. En fait, c'est une profonde négation de la lutte des classes de dire ça, de dire il suffit juste de dialoguer, tout le monde va... C'est un mensonge sur lequel pouvait tenir justement un capitaliste totalement surfinancé par l'Occident comme le capitaliste rénant, parce que c'était la vitrine de l'Occident. Hein. En Allemagne, vous avez des ouvriers qui roulaient en Mercedes hein, pendant des années. Bon, mais effectivement, ça ne tient pas. Et en fait, ils entérinent une possibilité de l'opposition. Sous forme totalement fantasmagorique. Et ce que je voulais dire... Bon, je vais peut-être... tu vas partir, on va laisser... Ça filme un petit peu. Ah bon. Non, mais alors juste, comme ça, je vais terminer sur mon raisonnement. Non, mais c'est parce que comme ça c'est lié. Justement, je voulais garder ça pour la discussion, mais c'est totalement lié. Le marxisme n'est pas un populisme. C'est le Sordou qui le dit, mais c'est aussi Lénine qui a toujours bataillé sur cette question, y compris notamment contre Bogdanov. Et c'est particulièrement important parce que pour Lénine, il a toujours tenu à ce qu'on compris qu'il n'y a pas de culture prolétarienne. Au sens, il y a dans l'exposé très bien argumenté de Simon, une chose que je voulais rajouter par rapport à l'interprétation de Lukács dont il parle, c'est que c'est la question du rationalisme et de la classe révolutionnaire. Une classe révolutionnaire, la bourgeoisie en l'occurrence au XVIIIe siècle, s'appuie sur le rationalisme. Elle s'appuie sur le rationalisme parce que c'est grâce à ça qu'elle va en fait renverser la classe possédante qui, elle, s'appuie sur... Toutes les classes possédantes s'appuient sur une forme de mythologie, potentiellement. Une manière d'entériner... il tire l'échelle, comme disait bien Simon. On a le pouvoir, peut-être qu'il y a eu de la lutte des classes, mais il n'y en a plus. On tombe dans la vulgaire apologétique. D'ailleurs, c'est une phrase de Marx par rapport à l'économie. Voilà, il y a une histoire, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça. C'est la phrase de Marx. Mais c'est propre à toutes les classes dirigeantes. Et déjà, c'est très dialectique, les choses... c'est pas... Alors, oui, donc alors, le prolétariat s'appuie lui-même sur une analyse scientifique qui est le marxisme. Ça s'appelle anciennement le marxisme. C'est même dommage que ça soit autant lié à un homme, fut-il génial, et appelons ça matérialisme dialectique et historique, parce que comme ça on voit bien que ça a commencé en amont de Marx, ça continue après lui, enfin de Marx et Engels. Voilà. Et évidemment, c'est le sommet des connaissances scientifiques. Là où dans une de tes formulations, je réfléchis un petit peu, c'est pas qu'on tend de manière asymptotique vers la science, c'est que c'est la science qui tend de manière asymptotique vers l'objectivité. Voilà. Tu as fait un connaissance de bachelor et d'épistémologie, donc je rectifie pour que les gens comprennent, mais je sais que tu le sais.
Donc Lénine se disait que toute classe révolutionnaire doit s'emparer d'un savoir le plus objectif possible. C'est pour ça qu'il refuse, dans le combat contre Bogdanov, et en même temps qui est lié aussi au combat contre les empiriocriticismes, il y a une volonté de s'approprier non seulement les grands moyens de production et d'échange, mais les grands moyens scientifiques. D'où le refus du Lupin, d'où le refus d'espèces d'imagerie gauchiste sur lequel Simon a bien insisté à juste titre. Hein. Notamment parce que c'est vrai que tu as parlé là de mes confrères de la fabrique et tout ça, ces gauchistes-là, mais ça remonte bien sûr à Debord, enfin au moins pour eux, dans leur propre mythologie, mais il y a encore bien sûr à toute une forme d'anarchisme qui revient très fort aujourd'hui. Et voilà, ah oui, j'y pense, et alors là je te rends tout de suite, voilà, ça c'était pour meubler, mais et Marx non seulement a vu la guerre de classe dans la guerre de sécession, mais en plus il a brillamment analysé, ou Engels, hein, je sais pas, mais, parce que des fois c'est signé Marx, mais souvent Engels, il a brillamment analysé la situation militaire et prévu en fait presque 3 ans plus tôt la fin de la guerre par la Géorgie. C'est fascinant d'ailleurs parce que là je disais quelque chose sur la dissertation de 41 d'Épicure et on voit un des meilleurs spécialistes anglais de l'atomisme au XXe siècle qui déjà dit c'est incroyable, Marx est mis à la hauteur de tout le savoir de son époque sur l'atomisme. Bon. Et pareil, au point de moindre historien militaire, certes même dans les détails, souvent il valide. Voilà, mais c'est vraiment une parenthèse. Et je te rends tout de suite la parole. Merci. Donc, juste pour finir sur cet exemple de la guerre de sécession, encore plus parlant, pour dire à quel point c'est contre-intuitif de voir que Marx qualifie un conflit entre deux armées régulières de lutte des classes, c'est que, comme je disais, il va y avoir la conscription obligatoire par Lincoln pour enrôler un maximum de personnes dans l'armée du Nord afin de vaincre le Sud. À l'époque, il y a à New York énormément d'immigrés pauvres, notamment irlandais. Donc c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas suspecter Marx d'être anti-irlandais, parce que lors des grandes répressions, c'était au moment où il y avait, je crois, des militants révolutionnaires qui avaient libéré qui avait essayé de libérer par les armes un indépendantiste irlandais. Il y avait un policier mort et il y avait eu 3 pendaisons la pendaison de ces 3 militants, et donc c'est à cette occasion que Marx disait à Engels, ma fille porte du vert en image aux Irlandais et elle porte aussi une croix en argent sur la poitrine qu'elle n'a jamais. Donc voilà, déjà pour dire par rapport à ça, cette parenthèse, qu'on est loin aussi de l'image du bouffard de curé et de l'image de celui qui en a rien à faire des luttes nationales. Par rapport à la guerre de sécession, il y a à l'époque, donc du coup je disais, énormément de travailleurs irlandais. Tu vas tellement trop vite sur le bouffeur de curé, parce que c'est important. Marx, je crois qu'il dit dans la Sainte Famille que le marxisme est le dernier stade du que l'athéisme est le dernier stade du théisme. C'est encore prêter trop d'attention à la question de quelque chose qui n'existe pas, précisément. Donc ça permet d'expliquer pourquoi Maurice Thorez va tendre la main aux travailleurs chrétiens. Non pas au pape, aux travailleurs chrétiens. Ça veut dire que, vu qu'on n'y croit pas, c'est même pas la peine de se chamailler là-dessus, d'une certaine manière. Donc au moins, trouvons, si on peut trouver, par exemple, comme ils ont trouvé pendant la résistance des points communs dans la lutte antifasciste, ne nous en privons pas. Donc c'est pour ça que souvent le marxisme n'est pas, évidemment, est un matérialisme, mais n'est pas, c'est pas ce qu'on appelle l'anticléricalisme vulgaire, qui a souvent été une manière de détourner certaines colères ouvrières, même si la défense de la laïcité, surtout dans notre pays, est une nécessité, et je te rends tout de suite la parole. Et par rapport à ces Irlandais immigrés pauvres, qui vont refuser de rentrer dans l'armée de Lincoln, Lincoln va envoyer un corps d'armée qui va réprimer dans le sang, mais d'une manière inouïe, cette population irlandaise, et Marx va approuver. C'est pour dire à quel point, si vous voulez, et il va même parler de la population irlandaise. Alors qu'il n'est pas anti-irlandais, il n'est pas anti-pauvre, mais c'est pour vous dire que la lutte des classes, qui est cette lutte de sécession, à ses yeux, est beaucoup plus importante que les luttes des classes particulières qu'on trouve un peu éparpillées sur le continent. C'est vraiment, pour lui, l'épisode historique majeur de l'époque contemporaine. C'est vraiment colossal, en fait. Et c'est la plus grosse lutte des classes qui doit de son vivant. Oui, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça va justement à une interprétation surdéterministe de Marx. Il avait bien vu qu'il y avait une possibilité de rétablissement de l'esclavage, c'est-à-dire vraiment que l'histoire retourne en arrière.
avec des conséquences terribles sur l'Europe. Hein. Et il dit même parce qu'en fait la guerre de sécession a ruiné les travailleurs européens qui pourtant soutenaient néanmoins le Nord. Il le dit très bien dans l'adresse de l'Internationale à Lincoln. Évidemment, là, tu prends le point extrême et tu veux montrer qu'il n'y a pas de négation de la question nationale chez Marx, comme on l'interprète en tirant un extrait tronqué du manifeste. Au-delà de la question nationale, parce que là, c'est pas forcément une lutte de libération nationale ou quoi, c'est juste pour dire que la lutte des classes peut prendre des formes extrêmement variées, parce que, justement, elle prend, si tu veux, ici, cette forme de la lutte entre deux armées régulière. Oui. Et c'est loin de la lutte des classes comme forcément la guerre civile, les guerres civiles et les révoltes ouvrières, c'est évidemment c'est la lutte des classes. Mais c'est pour dire à quel point on prend des formes variées. Après, il faut dire vraiment dans le léninisme, qu'au cœur du léninisme, c'est pas une classe c'est pas la classe ouvrière qui lutte, qui prend elle-même l'ensemble de la lutte, mais c'est une direction ouvrière, hégémonie ouvrière. On peut faire des alliances, mais c'est quand même le cœur parce que dans l'organisation même de la production, dans sa capacité organisationnelle qui est liée à sa place dans l'ensemble de la production, et elle a cette capacité organisationnelle. Donc en ce sens, Marx voit bien qu'il s'agit de... D'accord, la guerre de sécession est une révolution au sens de la révolution française, révolution bourgeoise. Les Américains nient ça, parce qu'avec l'interprétation d'Hannah Arendt et tout ça, c'est une manière de dire vous avez une révolution pacifique américaine, contrairement à déjà les affreux jacobins en France. Non, la révolution américaine, elle est simplement différée, en fait. Les conflits sont reportés à plus tard. Et ça fait 600 000 morts, c'est-à-dire les plus grandes pertes qu'ont connues les Américains en temps de guerre. Hein. Ça dépasse les guerres mondiales, pour eux. Donc, mais effectivement, c'est quand même une révolution bourgeoise, et ça, Marx en a conscience. Et là, ça, peut-être qu'on peut en parler dans l'actualisation de la lutte des classes, c'est comment se redistribuent les classes, mais que la classe ouvrière, parce qu'il y a une modification de la classe ouvrière, hein, mais on peut parler surtout de la classe des travailleurs, liée à la production. C'est pas forcément tout le temps l'ouvrier de la fabrique, hein, de la grande industrie, mais en tout cas c'est quand même un rapport à la production. Aujourd'hui, je sais pas, on peut parler d'ubérisation, de transformation, enfin voilà, je pense que tu vas en parler. Donc juste pour en finir avec Simone Veil, du coup, on a vu là, à travers ces exemples, où forcément la lutte des classes c'est forcément quelque chose de moralement positif, qui met en jeu un dominé contre un dominant, quelqu'un qui obéit contre quelqu'un qui commande, que sa lecture à la lutte des classes, qui est une lecture personnelle mais qu'elle prête à Marx, ne correspond absolument pas à la réalité de ce qu'est la lutte des classes chez Marx, d'une part, qui a été incapable du coup de recouper l'analyse marxiste de la lutte des classes, et aussi que la référence à sa biographie, enfin à ce dont témoigne sa vie militante, notamment son incertitude face aux événements politiques du XXe siècle, parce que tu parlais du colonialisme, mais par exemple elle va refuser, parce que voilà, le projet nazi c'était aussi le projet d'un néocolonialisme. Au XXe siècle, bon, il y a cette lutte entre une lutte des classes à la dimension mondiale, qui se joue notamment dans la confrontation entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Dans cette, alors pour Simone Veil, pour Simone Veil, la révolution russe, si vous voulez, dans ses premiers moments, bien sûr qu'elle va être, pour elle, ça va être une lutte des classes. Mais ce qu'elle va dire, c'est qu'à partir du moment où la République soviétique naît et où l'État soviétique commence à se consolider, elle va dire, là, à ce moment-là, c'est plus une lutte des classes, parce que ça devient un État. En fait, c'est vraiment la malédiction de la pensée gauchiste qui dit à partir du moment où le prolétariat prend le pouvoir, c'est déjà plus le prolétariat, et donc du coup, c'est un mal. Je sais plus qui disait, je sais plus si c'est. Comment il s'appelle Tony Negri, d'ailleurs, qui est invité à l'ENS en ce moment. C'est pour vous dire qu'il y a du marxisme universitaire qui est en vogue, mais c'est du marxisme totalement inoffensif. Qui dit que dès lors que le prolétariat. En fait, il dit le prolétariat doit changer le monde, il ne pas prendre le pouvoir. Ou alors par rapport à la lutte, par rapport à la Palestine, il dit on est avec les Palestiniens en ce moment parce qu'ils n'ont pas d'État encore, mais dès qu'ils auront un État, ce seront nos ennemis, parce que ce sera un État. Ça se fait une Deleuze. Ouais, voilà. C'est curieux quand même. Et pour Simone Veil, ça va être ça, c'est la consolidation de l'État soviétique, met fin à la lutte des classes pour elle. Chez elle se rajoute à ce gauchisme, un dolorisme chrétien. Le pouvoir soviétique s'est consolidé, c'est un État comme un autre. Une puissance parmi les puissances. Pareil par rapport à la confrontation entre nazisme et soviétique,
elle va pas y voir non plus une lutte des classes. Elle va dire c'est le combat entre deux armées régulières, donc deux moyens d'exploitation, enfin d'oppression de soldats qui sont opprimés par leur commandement. Ce sont deux armées qu'on peut mettre sur le même plan. Enfin, c'est pas savoir, par exemple, que le siège de Leningrad, en termes de famille et de morts, ça fait 1 500 000 morts. C'est plus que... Non mais elle le dit ça véritablement, pas le siège de Leningrad, ça on s'en fout, mais c'est pour te dire que à quel point c'est vu par les nazis comme une guerre d'anéantissement et d'asservissement de la population, ça, c'est une lutte coloniale. Mais on voit bien que parce qu'elle a cette vision misérabiliste et de lutte des classes qui est forcément conçue comme la lutte de ceux qui sont opprimés par ceux qui dominent, elle est conduite, si tu veux, à avoir faux sur toute la ligne, y compris dans sa vie militante. C'est pour ça qu'elle va exprimer, donc, je l'avais dit, ça, son dégoût des deux armées, parce que pour elle, elle va les voir comme deux appareils de pouvoir qui sont à mettre sur le même plan. Là, je la cite. De même, la guerre de nos jours se définit par la subordination des combattants aux instruments de combat et les armements véritables. Non, pardon, excusez-moi, j'ai pas la fin de la citation. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais c'est juste pour souligner la dimension néocolonialiste aussi de l'Allemagne nazie, qu'elle est incapable de percevoir comme ça parce qu'elle comprend l'Union soviétique comme une autre domination parmi d'autres, en fait. Et d'ailleurs, ça a totalement un lien avec ce dont on parlait auparavant, avec la question de Lincoln, de la guerre de sécession, et du combat de Marx pour l'abolition de l'esclavage. Je vais laisser Losurdo conclure par rapport à cet épisode sur Simone Veil. Comme nous le savons, c'est à la condition d'esclaves que les chefs du Troisième Reich entendent réduire l'esclave. En considérant tant l'Espagne, oui parce qu'elle va aussi participer à la guerre d'Espagne, mais ensuite elle va vite rentrer en France parce qu'elle va dire oui c'est devenu aussi un moyen de domination de l'armée des communistes sur les soldats. En considérant tant l'Espagne que le conflit international, on peut se demander quel sens cela a-t-il de mettre sur le même plan des aspirants esclavagistes et des esclaves potentiels. Pour pouvoir parler de lutte des classes, Veil cherche les humbles, ceux qui ne commandent pas. Elle ne voit pas la masse infinie des esclaves ou des esclaves potentiels qui se profilent à l'horizon. Une fois de plus, on ne parvient pas à distinguer les arbres parce que la forêt empêche de les voir. Voilà. Moi je pense que c'est une magnifique dernière phrase donc, qui illustre parfaitement ce que doit être notre lecture en fait, de la lutte des classes, non pas une vision caricaturale où on chercherait une position, si vous voulez, frontale et déterminée, qui apparaîtrait dans la pureté d'un côté de l'exploitation et de l'autre de l'oppression, de la lutte entre riches et pauvres, mais une démarche d'analyse globale et méthodique qui vise à déterminer dans quel camp se situe l'intérêt du travail et l'intérêt du capital. Je pense aussi qu'il y a un lien, si tu veux, entre la stratégie populiste et la lecture. Donc, on a vu qu'il y avait un lien entre la lecture binaire qu'il attribue, la lecture binaire riche contre pauvre, et aussi le lien entre le fait d'attribuer toutes les vertus forcément à un misérabilisme. Ce qui va nous perdre d'ailleurs avec une certaine tendance libertaire qui dirait les plus démunis ont des valeurs authentiques, etc. Donc du coup, ça sert à rien de former les gens, enfin tu vois, avec tout ce truc-là. Qu'on trouve chez Orwell avec la commode de Sensi, etc., qui est très à la mode en ce moment. Chez les populistes russes, au sens là, historique du terme. Et ça va aussi avec le fait que cette interprétation, elle est au cœur de la controverse entre Marx et Proudhon par rapport à l'oppression des femmes. Où Proudhon va dire ça ne sert à rien de parler de ça parce que, effectivement, à l'époque, la revendication féministe va venir des classes bourgeoises, en fait, de la situation des classes bourgeoises. Et Proudhon va dire que c'est la pornocratie. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'en parler parce que c'est des revendications purement bourgeoises, etc. Ce que Marx ne va pas du tout voir du même œil, en fait. Et ça va être la grande controverse de Marx, qui va y voir aussi là une forme de lutte des classes. C'est la fameuse formule de Engels, qu'il faut effectivement actualiser, mais qui est la femme et l'enfant sont au mari, ce que le prolétaire est au bourgeois. En fait, il met sur le même plan la situation de la femme et de l'enfant, qui à l'époque sont des objets de des moyens de production pour le bourgeois comme pour le prolo, qui va envoyer son gosse à la mine, etc. Mais voilà, pour dire que Marx vit véritablement ce surgissement des questions et des revendications féministes dans les pays européens comme une autre forme de la lutte des classes. Pareil pour les questions nationales. On a vu qu'il y avait l'Irlande, on a parlé un peu de l'Irlande, il y avait aussi la Pologne, où la Pologne, la noblesse polonaise, si vous voulez, va participer dans ces éléments les plus avancés
à la lutte pour la libération de la Pologne par rapport à la domination russe qui, en plus, à l'époque, incarne le pilier de l'ancien régime et du féodalisme. Et là, pareil, on retrouve la distinction entre Marx et Proudhon. Proudhon qui dit qu'il ne faut pas s'y intéresser parce que c'est pas... En fait, Proudhon, il voyait une survivance d'éléments petits bourgeois et de préjugés nationaux chauvins dans les classes populaires polonaises. Tandis que Marx va soutenir, y compris cette noblesse polonaise dans ses éléments les plus avancés, qui lutte et qui fragilise en fait l'ancien régime féodal, principalement représenté ici par la Russie. On peut parler de l'affaire Dreyfus par exemple, hein, quand Gued disait par rapport à Jaurès que ça ne donnait pas le coup, en gros que ça détournait les justes aspirations du prolétariat français, et au contraire Jaurès en faisait un casus belli au point de vue carrément là, des libertés formelles, mais c'est pas parce qu'elles sont formelles qu'elles ne sont pas à défendre. Enfin, comment ça s'appelle les gars? L'affaire Dreyfus, Gued contre Jaurès en fait, c'est un des